La chose qui me passionne dans ce métier, qui me fait me lever le matin, c'est le fait que je crée un pont entre les gens. Comme disait Mandela, si vous parlez à quelqu'un une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête, à son cerveau. Mais si vous lui parlez sa langue, vous parlez à son cœur. Si je vous dis comment est-ce qu'on dit en Hausa, la sécurité transfusionnelle. Sécurité transfusionnelle, comment on dit ça en Hausa? Wow, c'est... Ah, vous voyez, c'est votre langue maternelle. Mais vous ne pouvez pas le dire. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est la langue même que vous avez tétée au sein. Oui. Voilà. Donc, moi aussi, je ne sais pas comment le dire. C'est pour vous dire que... Mais je sais le dire en anglais, je sais le dire en portugais, je sais le dire. Pourquoi? Parce que les études que j'ai faites m'ont appris à être un interprète de conférence et à pouvoir interpréter simultanément des réunions techniques. Donc, être bilingue ne suffit pas. Connaître deux langues ne suffit pas pour pouvoir être un interprète de conférence. Et je voudrais dissiper ce malentendu auprès de nos auditeurs, téléspectateurs aujourd'hui. Il faut avoir une curiosité encyclopédique, c'est-à-dire il faut s'intéresser à tout et surtout à ce qui ne t'intéresse pas. Hein? Donc moi, quand je suis assise au restaurant, je lis même les étiquettes des bouteilles, ce qui est écrit sur les bouteilles. On ne sait jamais, un jour, j'aurai peut-être une réunion sur la teneur des minéraux dans les bouteilles d'eau minérale. Donc, parce qu'il nous arrive, une fois, j'étais dans une réunion, je crois que c'était les Crésates, et il y a quelqu'un qui m'a dit, Madame, vous êtes ingénieure agronome? J'ai dit oui, oui, parce que c'était une réunion sur les maladies génétiques du mil. Oui. Oui, oui, cette semaine-là, je suis ingénieure agronome. La semaine prochaine, je serai spécialiste de l'éducation. Je vais à l'UNESCO, je serai spécialiste de l'éducation. J'ai été la première traductrice assermentée du Niger. Si vous voulez être quelqu'un de puissant, soyez un traducteur ou un interprète. Vous avez le pouvoir, même sur un président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver comme d'habitude dans votre rubrique éducative. Donc, c'est Idriss Laoli Abdou, concepteur de l'application Karatou Postbac. On est là pour vous orienter, vous donner les informations dont vous avez besoin pour aller vers les études qui vous intéressent. On va vous donner, en tout cas, nous, ce qu'on espère être utile. Donc, on va vous inspirer, on va vous amener les parcours inspirants, on va vous parler de métiers. On espère que vous apprenez, en tout cas, et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker, à amener ce contenu là où il sera utile à vos camarades et aussi, du coup, à vous abonner si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne. Sans plus tarder, on va aller découvrir notre invité. Aujourd'hui, on va vous parler du métier d'interprète. Donc, j'espère que vous allez apprécier en tout cas le contenu. Moi, j'ai déjà hâte de découvrir ce qu'on va se dire. Allez, on y va. Go! Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour Idriss. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Et toi? Ça va très bien aussi. Merci en tout cas d'avoir libéré ton temps aujourd'hui pour nous parler de ton métier. On n'en parle pas souvent et je pense que c'est quelque chose qu'on doit en tout cas et c'est ce que tu m'avais dit en voulant partager ton métier et je t'en remercie beaucoup et je pense que ceux qui nous regardent aussi te remercient beaucoup pour ce temps que tu nous accordes. Oui, écoute, c'est pour moi une passion, ce n'est même pas un métier. C'est une passion. Donc, j'ai hâte et je te remercie de me donner ce canal et cette tribune pour faire partager cette passion aux jeunes générations. Ah, c'est super. En tout cas, c'est un plaisir et on a hâte de découvrir en tout cas ton métier. On va commencer d'abord par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Oui, je m'appelle Elisabeth Kwaoui. Je suis nigérienne. Je suis née à Niamey, à la maternité centrale à l'époque. Ça ne s'appelait même pas maternité Gazobi dans les années 60. Et j'ai fait tout mon secondaire, tout mon primaire, tout mon parcours jusqu'au secondaire et au bac à Niamey. Et puis, ça, il faut dire que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup soutenue. Ma mère a un peu hésité parce qu'elle trouvait que l'image qu'on avait d'un interprète de conférence, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, en tant que Nigérienne, en tant que maman, elle avait peur que sa fille ne trouve pas de mari parce qu'elle était convaincue qu'un mari africain n'allait jamais
que sa femme soit tout le temps sur la route, dans les hôtels, etc. Mais Dieu merci, j'avais un papa qui ne voyait pas de limite pour ses filles et a dit, ma fille fera ce qu'elle voudra et si elle ne trouve pas de mari, moi, son père, je suis là. Donc, il m'a encouragée dans cette voie et je suis partie à Mons, en Belgique, faire mes études à l'école d'interprètes internationaux de Mons. D'accord, d'accord. Et on Donc, va je sais revenir pas, d'ailleurs voilà, sur ton parcours. oui. On va revenir sur ton parcours. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, tu avais déjà commencé à nous parler de ton parcours depuis le bac. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler en termes de formation? Quel est le parcours pour devenir interprète? Du coup, tu avais commencé. Je te laisse continuer d'ailleurs. Oui, tout à fait. Curieusement, j'ai fait une série scientifique. Curieusement, parce que j'étais bonne élève et à l'époque, peut-être jusqu'à maintenant, malheureusement, on estime souvent que les bons élèves doivent faire des maths et de la physique et faire une série scientifique. Et comme j'avais des bonnes notes dans toutes les matières, mes parents ont estimé que c'était mieux de faire une série scientifique parce que c'était le plus difficile. Donc, j'ai fait une série scientifique, mais j'avais toujours de très bonnes notes dans les langues. Je faisais de l'espagnol, de l'anglais, même du latin. Et voilà, et à ce moment de ma vie, j'ai un cousin qui a épousé une Jamaïcaine, qui est venue à Niamey s'installer avec sa jeune femme, qui était interprète de conférence. Que je savais ce que c'était cette histoire d'interprète de conférence. Et moi, je regardais cette dame et franchement, j'étais éblouie. Je me dis, mais cette dame, voilà, elle voyage, elle a son mari, ses enfants, elle est dans les conférences internationales, elle a beaucoup de classe, de chic, elle parle bien, etc. Vraiment, elle m'a inspirée. Et cette dame aussi, cette cousine, en fait, la femme d'un cousin, elle m'a dit, écoute-toi, je te vois, tu es très curieuse, très vif d'esprit, tu lis beaucoup, tu es bonne en langue. Tu devrais tenter des études d'interprète de conférences de haut niveau. Je dis, mais c'est quoi? Mes parents disent, mais c'est quoi interprète? Est-ce qu'on gagne sa vie avec ça? D'abord, c'est quoi? Elle a dit, mais bien sûr, bien sûr. Et elle m'a amenée au Palais des Congrès. À l'époque, il n'y avait que le Palais des Congrès. Elle m'a amenée au Palais des Congrès où elle faisait une conférence avec des grands interprètes de l'époque. Et j'ai vu ce grand palais des congrès, les cabines des interprètes, les interprètes concentrés dans leur cockpit, là, comme une cabine de pilote. Ce jour-là, l'esprit de l'interprétation est tombé sur moi. Je dis non. J'ai revu entre-temps ces interprètes et ils m'ont dit, mais on t'a vu avec tes couettes là, tu devais avoir 15 ans ou 16 ans et tu étais fascinée déjà à l'époque et tout. Donc voilà, comment est-ce que cette dame m'a mis sur cette voie, sur cette orientation de carrière, je dois dire, et c'est pour moi très émouvant, à mon tour, d'espérer toucher du doigt un jeune homme ou une jeune fille pour qu'à leur tour, ils prennent le bâton, le relais, le flambeau pour la nouvelle génération des interprètes de conférences. Donc, cette mentor, cette dame, interprète de conférence, qui a terminé sa carrière chef-interprète du Bureau international du travail à Genève. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a suivi un parcours, une grande carrière à l'ONU. Cette jeune, donc, à l'époque, jeune mariée avec des jeunes enfants, m'a poussée, elle m'a toujours suivie dans mon parcours et elle m'a dit, écoute, il faut que tu fasses une école d'abord. Et là, je vais en venir aux études nécessaires, si tu me le permets, Chris. Oui, donc, elle m'a dit, il faut faire une école d'interprète parce que l'interprétation de conférences, ce n'est pas comme l'interprétation que nous, on connaît vulgairement dans nos familles. Il y a celui qui parle Hausa, celui qui parle Tamashek, et puis quelqu'un est là entre les deux à dire, il a dit ci, il a dit ça. Ce n'est pas ça. C'est l'interprétation simultanée, c'est-à-dire, vous voyez souvent dans les sommets, vous voyez les chefs d'État, ou bien les réunions ministérielles, les gens ont des casques. C'est qu'il y a quelqu'un là qui écoute ce que vous dites et qui simultanément interprète dans la langue, une autre langue, le discours qui est en train d'être prononcé.
Et donc, ça requiert un apprentissage vraiment formel et d'ailleurs assez long. Curieusement, les gens ne savent pas que c'est assez long. C'est presque 7 ans, le temps d'un doctorat, parce qu'il faut faire une maîtrise en quelque chose. Si possible, traduction, parce qu'il y a la traduction écrite et il y a l'interprétation. Ça aussi, il faut que j'explique la distinction, c'est important. Oui. Il y a ce que nous appelons les traducteurs ou la traduction, ce sont des documents. Donc, quand vous prenez l'exemple le plus courant, vous prenez une notice de médicament, vous avez une partie en anglais, l'autre partie en français ou dans une autre langue. Ça, c'est de la traduction. On a pris un document écrit et on l'a écrit dans une autre langue. Ça, c'est de la traduction. L'interprétation, comme son nom l'indique, comme on dit interpréter une chanson, interpréter un interprète, c'est oral. C'est simultané et oral. Ou ça peut être consécutif, mais c'est toujours oral. Il n'y a rien d'écrit. Donc, l'interprétation de conférence requiert à peu près les mêmes qualifications que la traduction, mais il y a ce petit, c'est un peu, je peux dire, comme, si vous voulez, un chirurgien du cerveau. Il doit d'abord médecin comprendre comment est fait le cerveau. Mais tout médecin n'est pas neurochirurgien. Vous voyez? Donc, il y a des petites qualités supplémentaires que vous devez avoir, ne serait-ce que la parole. Un bon traducteur n'est pas quelqu'un qui sait s'exprimer facilement, que ça coule. Et tout le monde n'est pas doué pour une communication facile, même si on est un très, très bon traducteur. Donc, conseiller d'abord de faire une école de traduction écrite et ensuite de faire ma spécialisation, comme font les médecins, d'abord la médecine et puis la spécialisation en interprétation de conférences. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec le soutien de mes parents qui ont vraiment sacrifié beaucoup. Comme vous voyez, déjà venir du Niger, aller en Belgique, c'était à une époque où les visas étaient un peu plus faciles que maintenant. Mais mes parents ont beaucoup sacrifié. Je suis arrivée en Belgique, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait des concours, j'ai réussi mes études de traductrice d'abord. Et je vais vous passer beaucoup d'anecdotes parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans ces études-là. Mais je vous passe ça pour aller à l'essentiel. Après, cette mentor m'a dit, écoute, voilà, maintenant tu vas faire tes études d'interprète et tu vas faire français, anglais, espagnol. Et ça, je vais revenir dessus. Ce n'est pas une combinaison très intéressante pour l'Afrique. Qui parle espagnol chez nous en Afrique? Tu aurais dû avoir ou bien le portugais. Ah, l'arabe ou le portugais. Pendant mes études universitaires de traduction, j'avais fait option arabe parce que je me suis dit en tant que Nigérienne, c'est toujours bon d'avoir l'arabe littéraire et tout ça. Donc, je vais faire l'option arabe. Toutefois, entre-temps, j'ai rencontré mon fiancé, mon mari maintenant, qui me dit « Ah, mais si tu dois aller 1 an en Égypte, là, c'est un peu long et tout. Moi, je veux rester là à attendre. » Vous voyez comment les femmes sont influencées. Et je dis « Bon, dans ce cas, je vais faire le portugais. » Parce que nous étions tous en Belgique. On s'est rencontrés à l'université. Je lui dis « Je vais faire le portugais. Là, c'est juste à côté. Et puis, je peux revenir au moins, même si c'est en car ou bien en train, je peux revenir pour les vacances plus souvent que si j'étais allée en Égypte. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie 1 an après ma maîtrise. Je suis partie 1 an au Portugal. Je suis allée aussi quelques mois en Espagne. Et puis, parce que je dois, entre parenthèses, dire que j'avais 1 an d'avance dans mes études. Donc, j'ai terminé ma maîtrise à 21 ans. Donc, c'était jeune. Je ne me voyais pas travailler tout de suite, ne serait-ce que par maturité et tout ça. Donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre une année sabbatique et ajouter le portugais. C'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai le concours parce qu'il y a des écoles d'interprètes. Comme il y a des écoles de pilotage, il y a des écoles d'interprètes qui forment des interprètes de haut niveau qui sont destinés à ces conférences de haut niveau. Et celle-là était à Londres. Là encore, mes parents ont été formidables. Ils ont beaucoup sacrifié pour me pousser, et surtout mon père. Et il a dit que si tu veux aller à Londres, si tu as la volonté de réussir, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Mais si tu réussis ton concours, Inch'Allah, je vais payer. Donc, je me suis attelée, etc. Sur 3000 candidats qui ont présenté des dossiers, ils ont retenu 300 pour un écrit et puis 13 qui ont finalement été retenus. Et j'ai été parmi ces 13-là. Oh, donc, oh.
j'ai commencé mes études d'interprète. Là aussi, je vous passe les péripéties. C'était très difficile, très, très difficile. Oui, j'imagine. Très, très difficile. Et c'est ce genre d'école-là, surtout à l'époque, c'est un peu comme maintenant, vous voyez les télé-réalités, là, les académies, comment on appelle les trucs de chansons, là, où on passe votre temps à vous dire que vous êtes nul, que vous n'allez pas réussir, que vous ne parlez pas français. Moi, j'ai des professeurs qui disent, c'est quoi ce français-là? Est-ce que vous estimez que ça, c'est du français? J'ai l'impression de parler français, mais qui vous disent, mais toi, tu n'y arriveras jamais. Alors, il y avait des gens qui pleuraient tous les jours. J'avais une collègue qui a fait une grande carrière aux Nations Unies, pour qui j'avais acheté des Kleenex, tellement elle pleurait à longueur de Ah cours. oui. Dans mon box, là, j'avais des Kleenex pour elle. Donc, c'était très, 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 très difficile. Mais bon, j'ai fini par finir mes études et réussir les différents concours. Et ce qui est bien, c'est que dans ces écoles-là, comme c'est très difficile et qu'il y a très peu de gens qui finissent finalement le parcours, les chefs interprètes des grandes organisations internationales, donc l'Union européenne, l'OTAN, à l'époque, donc c'était en Europe, tous ces chefs interprètes-là, le BIT, l'OMC, ils viennent piocher des talents. Donc, en fait, c'est comme des chasseurs de tête. Ils sont en même temps jury et quand ils vous donnent votre diplôme, ils vous donnent du travail en même temps parce qu'ils ont repéré un bon candidat pour leur réunion. Parce que surtout en fonction des langues que vous avez. Donc, moi, j'avais français, anglais, espagnol, portugais, 4 langues. Ah oui. Et j'ai été recrutée par le Parlement européen, par le chef interprète de l'époque, qui m'a donné du travail, toute jeune interprète, qui m'a commencé à me donner du travail au Parlement européen. Donc, voilà un peu mon parcours académique. Ah oui, d'accord, ok. En tout cas, c'est super intéressant de voir, en fait, et c'est comme tu l'as dit, en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas le parcours de l'interprète, en tout cas, le parcours qui mène vers l'interprétariat, mais aussi, ils ne savent pas qu'il y a des écoles, justement, dédiées à faire ça. Et ce qui est intéressant, si je peux résumer ce que tu avais dit, c'est, en fait, il y a d'abord un premier parcours qui est traducteur, en tout cas, qui est le plus conseillé. Et ensuite, une fois le diplôme de traducteur obtenu, on peut postuler à des concours, des écoles en fait d'interprétariat. Et d'ailleurs, toi, tu as fait ton expérience à Londres, donc qui est en tout cas une belle ville à visiter et où faire ses études. Donc, ça, c'était très bien. En tout cas, même moi, j'ai appris parce que moi, j'accompagne des jeunes, mais souvent aussi, c'est qu'on part à la recherche de ces types de parcours. C'est super intéressant de voir, en fait, ce que tu as fait comme parcours. Et est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, tu l'as déjà un peu dit, hein, toi, c'était ta tante, non, ta cousine, du coup, t'a inspiré à aller vers ce métier. Et en quoi il consiste au jour le jour aujourd'hui, ce que tu fais? Très bien. Alors, tu as bien résumé la situation, mais je voudrais apporter un élément très important ici, c'est que moi, j'ai commencé la traduction, voilà, parce que c'est ce que m'avait conseillé cette interprète de conférence de haut niveau qui est l'épouse de mon cousin, ma cousine. On est toujours en contact et on est très, très proches. Je la considère comme un modèle dans ma vie. Mais on n'est pas obligé d'être traducteur. Figurez-vous qu'on peut être même mathématicien, ingénieur, on peut être, comment qu'on a un premier diplôme, ce qu'on appelle le bachelor, une licence dans quelque chose, et qu'on a les outils nécessaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle les outils nécessaires? C'est les langues, bien sûr. C'est comme si vous dites, je veux faire une spécialisation en, je sais pas moi, gastro-entérologie, et puis je ne connais pas l'anatomie. C'est pas possible. Donc, bien, je veux faire une étude d'ingénieur, mais je suis nulle en mathématiques. Il y a un problème. Donc, il n'est pas indispensable d'avoir un parcours de traducteur à la base, bien que ça aide fortement, mais il est indispensable, par contre, d'avoir la maîtrise des langues. C'est un point très, très, très important parce que on néglige énormément les langues dans notre parcours académique au secondaire. On se dit scientifique, donc les langues, ce n'est pas important. Et pourtant, tu le sais bien, Idriss, toi qui es dans ce domaine,
que si tu ne parles pas anglais aujourd'hui, tu es comme illettré. Oui, totalement. N'est-ce pas? Totalement. Et pourtant, quand on fait les études, on se dit, oui, non, nous sommes des scientifiques. On fait la série C. Les langues, là, ce n'est pas notre truc. Là, c'est pour les littéraires. Faux. D'ailleurs, quand on fait des études scientifiques, si on ne comprend pas l'énoncé du problème, on peut rater, on ne comprend pas la consigne, même en mathématiques. Même quand on fait une démonstration en mathématiques, il faut utiliser la langue, n'est-ce pas? Donc, c'est un élément vraiment que je voudrais que les spectateurs, les auditeurs comprennent. La maîtrise de la langue, ça sert toujours. Donc, certes, nos langues africaines ne sont pas valorisées et on enseigne dans une langue étrangère, que ce soit le français, l'anglais, c'est une langue étrangère pour nos enfants. Pour les enfants, c'est une langue étrangère. Mais il faut se dire que même si c'est une langue étrangère, je vais essayer de la maîtriser le mieux possible. Parce que maîtriser une langue, je dis souvent que la langue, c'est l'habit de la pensée, c'est le vêtement de la pensée. Si vous parlez mal, c'est comme si votre pensée est mal habillée. Vous pouvez avoir une très belle pensée. Si elle est mal exprimée, elle est mal écrite, elle ne ressort pas et elle n'a pas d'impact. Oui. Donc, pour revenir à ta question, au jour le jour, à quoi consiste mon travail? Je dois dire que j'ai fait carrière, donc après mes études, j'ai commencé ma carrière au Parlement européen. J'ai travaillé avec mes 4 langues et à la Commission européenne comme freelance. Et le travail consiste en quoi? On vous envoie un programme, vous êtes affecté à réunion sur la pêche, par exemple. Hein? Donc là, vous allez devoir, on va vous envoyer des documents, vous devez lire tous les documents parce que vous allez avoir toutes les espèces de poissons possibles et imaginables dans les 4 langues et il faut que ça sorte tout de suite. Je n'ai pas le temps d'aller regarder dans le dictionnaire parce que je suis en train de parler. Donc, si on me dit, je ne sais pas, poisson-chat, il faut que ça sorte dans la langue directement. Donc, c'est beaucoup de travail de préparation. Et puis, une fois qu'on est sur place, la réunion commence, on ouvre son micro. Quand les orateurs parlent l'anglais, l'espagnol ou le portugais, pendant que je suis de service, parce que nous avons des relèves, des rotations de 30 minutes, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Et pendant que je suis dans les 30 minutes, tout ce qui est dit en anglais, en portugais, en espagnol, je le traduis en français. Et les personnes qui sont dans la salle, c'est comme une radio, hein. Vous mettez sur le canal. Donc, si vous parlez français, vous vous mettez sur le canal français. Si vous parlez espagnol, vous vous mettez sur le canal espagnol. Donc, quand vous vous mettez sur le canal français, vous entendez Elisabeth qui est en train d'interpréter ce que dit l'orateur ou les orateurs pendant 30 minutes. Une fois qu'on a fini la réunion, on a un autre aspect de la vie qui commence, c'est tout ce qui est administratif, etc. Parce que quand vous êtes freelance, vous devez répondre à des offres, vous devez faire des offres, vous devez répondre aux clients, leurs interrogations, etc. etc. Donc, il n'y a pas que le travail en cabinet. Aujourd'hui, je suis chef à mon tour des interprètes. Donc, je n'interprète plus, disons, régulièrement. Parfois, ça m'arrive encore quand la directrice reçoit des délégations de haut niveau ou quand nous allons voir le président ou des choses comme ça. Moi-même, je mets les mains au charbon. Je vais interpréter, mais aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, c'est la coordination des interprètes. Donc, je reçois les demandes d'interprètes des départements de l'OMS et j'affecte les interprètes aux réunions en connaissant leurs qualités, leurs forces, leurs faiblesses, qui traduit vers telle langue, qui est très bon dans tel domaine, qui a déjà fait cette réunion, qui connaît cette thématique, etc. etc. Et voilà, mon travail consiste en ça, en plus de la traduction et aussi des publications. Donc, je gère 3 départements. Mais en ce qui concerne l'interprétation, mon travail consiste à gérer toutes les conférences de l'OMS sur les 47 pays de la région africaine. D'accord, super intéressant, super intéressant. En tout cas, on va revenir à la question, quelles sont les compétences ou les qualités qu'il faut avoir un peu vers la fin. Mais déjà, je vois que ça demande beaucoup, en fait, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait que ça doit être compliqué en termes d'études. Tout à l'heure, tu l'avais mentionné. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un freelance, pour les plus jeunes, du coup, qui nous regardent, en fait, c'est des indépendants et c'est quelqu'un qui travaille à son compte.
et qui peut avoir des contrats, du coup, là, en l'occurrence, avec les organismes internationaux et du coup, travailler pour eux pendant un temps et trouver d'autres contrats, comme tu l'as dit, la présentation. Et si vous êtes passionné de langue, vous êtes passionné de tout ce qui est parler les différentes langues, français, anglais, l'arabe et toutes les langues qu'il faut, c'est ici que vous devez être. En tout cas, et continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner toutes les petites, on va dire, astuces du coup pour réussir à votre carrière d'interprète. Et merci d'avoir présenté ce que tu fais au jour le jour et surtout d'être allé plus loin parce qu'aujourd'hui, toi, tu as aussi gravi les échelons, comme on dit, dans le métier. Et du coup, je vais revenir à une question qui t'intéresse certainement beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine, du coup? C'est une très bonne question. Par le passé, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, surtout en Afrique, parce qu'il faut beaucoup bouger, il faut accompagner les réunions internationales, il faut beaucoup voyager, il faut une très longue scolarité, éducation. Donc, ça fait que tout ça, vous voyez déjà que c'est des obstacles pour la femme en général, pour la femme nigérienne en particulier. Et en Europe, au tout début de la profession, parce que cette profession est née avec le tribunal de Nuremberg dans les années 50. Avant, l'interprète, c'était celui qui accompagnait, vous voyez, comme vous voyez partout, l'interprète qui accompagne une personnalité, il est là derrière, elle prend des notes, etc. Mais l'interprétation de conférences, où nous sommes dans les cabines et nous parlons dans des micros avec des casques, c'est né avec la technologie. C'est né avec le tribunal de Nuremberg dans les années 50. Et au départ, il y avait beaucoup d'hommes parce que justement, pour les mêmes raisons que nous connaissons ici, que les femmes ne voyagent pas, les femmes ne font pas de longues études, etc., il y avait moins de femmes. Mais dès que le métier est devenu derrière des cabines où on ne voit pas beaucoup les femmes, on ne voit personne d'ailleurs, parce que les gens ne savent même pas qu'il y a des êtres humains qui sont là à interpréter, la profession, et avec bien sûr le fait que les femmes font de plus en plus d'études, la profession est devenue beaucoup plus féminine. Et en Europe, il y a 80% de femmes dans la profession. C'est un peu, j'allais dire, si je peux me permettre cette comparaison, avec la profession d'instituteur. Hein, bien souvent, au départ, il y avait beaucoup d'hommes. Oui. Et avec le temps, la profession s'est féminisée. C'est la même chose, le même phénomène que nous observons. Il y avait beaucoup d'hommes avant. Et maintenant, la profession se féminise. Et il y a un élément très important et très intéressant dans notre profession, c'est que c'est une profession avec une parité parfaite et dans le salaire, égalité parfaite dans le salaire. Le salaire est tant, homme ou femme. Et on dit un ou une interprète. Il n'y a pas de problème comme médecin. Là, on ne sait pas s'il faut dire médecin, médecine, docteur, doctoresse. Non, c'est un ou une interprète. C'est un mot épicène. Il n'y a pas de problème de féminisation de la profession. Et ça, c'est aussi... Et j'ajoute pour les femmes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, c'est encore mieux parce qu'avec le virtuel, il n'y a même plus besoin de voyager. On peut rester tranquillement chez soi, faire sa popote, mettre son tout haut sur le feu, faire une conférence et puis ensuite continuer sa cuisine puisqu'on n'a même plus besoin de voyager. Donc, les femmes, n'hésitez pas. Vous avez entendu, non? Vous qui nous regardez, il ne faut pas hésiter. Les barrières d'avant ne sont plus des barrières aujourd'hui, mais plutôt des opportunités que le numérique aujourd'hui nous apporte. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de compréhension, je pense, dans nos environnements, de nos environnements culturels aussi. Notre environnement, en tout cas, notre société évolue, si on peut le dire. Et en tout cas, vous qui êtes là, qui nous regardez et vous avez envie de le faire, poser des questions s'il y a encore des zones d'ombre, mais aussi, vous savez que c'est un métier qui vous appartient. Et voilà, nous, on vous encourage, on est là pour ça et il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ça. Et tout à l'heure, tu as parlé de salaire. C'est quelque chose qui intéresse aussi la plupart des gens qui veulent aller dans des métiers comme cela. Et est-ce que c'est un métier qui paye bien du coup? Idriss, payer bien, c'est très relatif, hein, n'est-ce pas? Mais, et je n'aime pas beaucoup parler de salaire, mais il faut parler argent pour aussi motiver les troupes, n'est-ce pas? Alors, quand vous arrivez au stade où je suis arrivée, à la fin de ma carrière, même vous pouvez, et vous avez fait les choses comme il faut, c'est-à-dire vous êtes rentré par la grande porte, vous avez été recruté par des personnes qui ont reconnu votre talent, qui les ont pris dans votre écurie. C'est un peu comme les footballeurs. Hein. On peut aller par la petite porte ou bien par la grande porte, faire l'académie de football, être repéré, etc., etc. Donc,
où on peut aller taper le ballon dans le quartier et puis souffrir jusqu'à... Bon. Donc, pour ceux qui jouent dans la première ligue, si je prends l'exemple des salaires qui sont payés par les organisations des Nations Unies, qui ont un accord, qui ont négocié avec l'association des interprètes de conférences des tarifs. Parce que les Nations Unies ont dit, nous, on utilise trop d'interprètes. On travaille avec 6 langues, ou on est dans tout le monde entier. On ne va pas se mettre à négocier avec chaque interprète, que ce soit au Bangladesh, au Niger ou bien au Japon. Avec chaque interprète, on doit négocier. Donc, il y a une équipe des interprètes de conférence qu'on appelle équipe de négociation, qui négocie avec le secrétariat des Nations Unies à Genève et d'autres organisations des Nations Unies. Ils se mettent ensemble et ils ont un accord qui est valable 5 ans. Et tous les 5 ans, on renégocie. Selon cet accord, il y a des conditions de travail, etc. Combien d'heures on doit travailler la journée, les voyages, blablabla. Et le plus intéressant, le salaire. Il y a 2 catégories. Il y a le junior et il y a le senior. L'interprète senior touche $630 par jour pour un maximum de 6 heures de travail. 3 heures le matin en général, 3 heures l'après-midi, entrecoupées d'une pause d'1 heure et demie. Ah ouais. Le junior touche $420 par jour. Pour les mêmes conditions, 6 heures de travail. Je dirais, ouais. C'est oui et non. Bien sûr, les yeux vont se mettre à briller parce que les gens vont faire 30 multiplié par 30. Mais on ne touche pas 630 multiplié par 30. On ne touche pas, surtout quand on commence sa carrière. Un jeune interprète peut passer 6 mois, ne voit pas une seule réunion. Parce que, ben oui, il faut se faire connaître, il faut avoir les langues qu'il faut. Parce que si vous avez français-anglais, vous vous trouvez en compétition avec tous les crocodiles qui ont déjà 30 ans d'expérience, qui ont aussi français-anglais. Et comme, curieusement, dans cette profession, un senior est un senior. Par exemple, si au bout de, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, je deviens senior, à ce moment-là, je serai payé la même chose que celui qui a 50 ans d'expérience. D'accord. Alors, si je suis un organisateur, pourquoi est-ce que je vais prendre Idriss, qui n'a que 5 ou 6 ans d'expérience, si je peux avoir Elisabeth, qui a 30 ans d'expérience? Même salaire. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, premièrement, ce n'est pas tous les jours qu'on gagne ce tarif-là. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'incertitudes. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Donc, tu peux gagner 130, 630 aujourd'hui, et puis tu vas attendre juste pendant 2 mois, 3 mois pour toucher encore 630. Parce qu'une réunion, ce n'est pas les conférences de haut niveau, les sommets. Vous voyez que le président, il part le matin, il revient l'après-midi. Oui. Ça ne se passe sur des jours et des jours. Ça se passe 1 jour, 2 jours maximum. Donc, ça te fait $1,230. Tu peux entretenir une famille avec ça pendant tout un mois. Pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Donc, c'est pour dire que ça paraît beaucoup, mais il y a beaucoup de choses. Et dans ces là, ça c'est quand je parle déjà du senior. Hein. Quand tu as touché tes 630 là dans la journée, tu dois t'habiller avec ça, tu dois te loger, tu dois payer la scolarité de tes enfants, tu dois payer ton transport, tu dois payer ceci, tu dois payer cela, ta retraite, ta santé, tu vois un peu. Ouais. Il te reste, sur les 600 là, il te reste peut-être $50 ou $60 dans la journée. Est-ce que ça, c'est un gros salaire? À vrai dire, en voyant comme ça, non, je dirais non finalement. Donc, ce n'est pas pour décourager les gens, mais c'est pour dire simplement qu'il ne faut pas seulement voir le chiffre et puis se dire $630, je vais multiplier par 30 et je ne dépense rien, je n'aurai rien à dépenser, j'ai 630 fois 30 dans ma poche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, rares d'ailleurs sont les interprètes qui n'ont pas une deuxième profession et ça me revient à la première chose que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis aussi traductrice. Donc, dans les périodes creuses, j'ai toujours fait de la traduction. J'ai toujours fait de la traduction. J'avais mon diplôme de traductrice. Donc, quand il n'y a pas de conférence, et puis vous savez, nous sommes en Afrique. Hein. Quand il y a Ebola, on dit personne ne voyage, on annule toutes les conférences. Quand il y a élection, vous savez, élection, ça ne rime pas avec réunion. Il y a ceci, il y a cela, on annule les réunions. Hein? Maintenant, on annule les réunions. Donc,
il y a toujours des périodes creuses. Il y a aussi des périodes traditionnellement creuses. Par exemple, les fêtes. Pendant les périodes de fêtes, personne n'organise. Qui va organiser une réunion le 25 décembre ou le 28 décembre? Personne. Donc, il y a des périodes comme ça où les gens, tout le monde se cherche. Il n'y a pas de réunion. Pendant les vacances scolaires aussi. Rares sont les réunions. Donc, il y a des périodes creuses où vous devez… Par contre, les factures ne sont pas creuses. Les factures commencent à continuer à tomber. Oui. Donc, il faut toujours… Tous les interprètes pratiquement que je connais, rares sont, sauf ceux qui sont arrivés à un niveau où ils sont tellement bookés qu'ils n'ont même pas une minute. Mais avant d'en arriver là, il faut toujours avoir… les femmes, souvent, elles ont un mari peut-être qui supplée, ou si elles n'ont pas de mari, elles sont traductrices ou elles font autre chose pendant les périodes creuses. Donc, ce n'est pas pour décourager, parce que c'est une profession fantastique, mais ce n'est pas non plus la profession où on va devenir richissime. Hein. Oui, c'est bien de donner toutes les réalités aussi du métier et d'ailleurs même des opportunités et surtout des possibilités de pouvoir en fait s'organiser parce que ça demande beaucoup d'organisation pour pouvoir pallier à ces périodes creuses dont tu as parlé. Et on va passer du coup, à la prochaine question qui est quels sont, par exemple, les moyens ou les possibilités ou quelles sont les opportunités qu'on peut avoir dans ce type de domaine et comment est-ce qu'on peut aussi se les créer et peut-être avoir d'autres débouchés? Bon, donc déjà, au départ, je voudrais dire une chose aussi importante. À mon époque, il n'y avait pratiquement pas d'école d'interprète de renommée. Parce que les écoles d'interprètes, c'est comme les écoles de pilotage, c'est comme les écoles, c'est comme les grandes écoles de commerce, etc. Elles ont leur petite réputation. Hein. Donc, si vous avez fait, vous dites, j'ai fait une école de commerce à l'université de Coney, quelque part, les gens disent, ah, d'accord. Et si vous dites, j'ai fait l'école de commerce de Harvard, je ne sais pas quoi, les gens vont dire, ah, d'accord. Donc, les écoles d'interprètes, c'est un peu la même chose, ça dépend beaucoup, parce que c'est une formation extrêmement difficile, mais très, très pratique. C'est-à-dire que souvent, ce sont des interprètes qui enseignent l'interprétation, comme les pilotes. Ce sont des pilotes qui enseignent le pilotage. Et souvent, comme dans le football, ce sont des anciens footballeurs qui sont entraîneurs, vous voyez. Donc, vous avez eu les mains dans le cambouis, donc vous savez de quoi vous parlez. Et moi, j'ai enseigné parce que j'ai toujours voulu redonner à la profession les opportunités. En tant que Nigérienne, je me suis dit, vraiment, il faut redonner au continent quelque chose. Je ne peux pas aller distribuer des cahiers dans les écoles d'Ambrousse, mais je peux au moins faire quelque chose, c'est enseigner ce que je sais qui est une compétence très pointue et très particulière. Donc, j'ai fait un troisième cycle en pédagogie de l'interprétation à l'Université de Genève en 2009-2010. Et là, avec ce diplôme-là, j'ai participé à un projet de master en interprétation de conférences à l'Université d'Accra, tout près à côté, qui offre maintenant, avec des professeurs de renom, qui offrent les mêmes cours que ce qu'on peut trouver à Londres, à Genève, à Paris, etc. Et nous avons, à ma grande satisfaction, sorti depuis 2013, 5 ou 6, on doit être à la 7e, parce qu'il y a eu des interruptions par-ci par-là, 7e promotion. Et j'ai le plaisir de voir mes anciens étudiants qui sont à la BID, qui sont à la BAD, qui sont à l'Union africaine, qui sont… moi, j'ai l'impression d'être entrée dans la postérité parce que quand les anciens étudiants me disent oh, l'autre jour, là, j'étais en cabine, j'ai dit ça, j'ai dit ah, si Madame Elisabeth m'entend dire ça. Je me suis dit, on a tous été marqués par des professeurs et savoir que j'ai aussi marqué des étudiants et que c'est devenu des grands interprètes, moi, ça me touche beaucoup et je me suis dit, il faut continuer ce travail. La transmission se fait dans ces écoles maintenant en Afrique. Donc, il y a des offres. Il y a une offre maintenant. Il y a l'université de Nairobi pour les lusophones, il y a l'université de Maputo quand je dis lusophones, je veux dire, bien sûr, c'est des interprètes donc ils font dans toutes les langues, mais la langue, comme on dit chez nous, la langue A dans notre jargon,
c'est le portugais ou l'anglais ou le français. Et il y a l'université aussi à Saint-Louis au Sénégal. Donc, toutes ces universités ont des écoles qui sont maintenant dans le répertoire des grandes écoles. Et ça, c'est important de le savoir. Et maintenant, il y a de plus en plus d'offres aussi pour des gens qui interprètent déjà, parce que ça, je vais venir tout à l'heure à ça. Comme on dit, la nature a horreur du vide, Idriss. Oui. Et si vous avez des conférences à Niamey et que vous avez des gens qui ont fait le Nigeria ou qui ont fait le Ghana, les gens ne connaissant pas ce que c'est que cette profession, va dire, toi, viens, tu parles anglais, assieds-toi ici. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien des ONG qui ont besoin d'aller communiquer avec les populations. Hein? Donc, vous avez dit quelqu'un qui a fait le Nigeria, qui parle anglais, etc. Il va aller, on va lui dire, viens, toi, tu parles ça, non, tu parles anglais, viens. On va aller là-bas en brousse, on a besoin de communiquer. Puis un jour, cette ONG fait une conférence. On dit, oui, mais il y a un autre interprète là, qui est avec nous, il est très bien, vraiment, il travaille très, très bien. Et il va venir. Mais vous voyez, Idriss, c'est un peu comme si vous êtes en brousse et que vous avez un infirmier major et que quelqu'un a le pied écrasé dans une charrette. Au lieu de mourir, il va préférer laisser l'infirmier major le soigner. C'est tout à fait logique. Oui. Mais si vous êtes en ville, vous allez demander à un chirurgien qui a fait des études de chirurgien. Oui. Ah. Donc, c'est la nature a horreur du vide. Donc, oui. nous nous retrouvons avec énormément de personnes qui font un travail fantastique pour pallier le vide, le manque de formation formelle. Mais ça n'empêche qu'il y a maintenant des possibilités de formation formelle, surtout avec le virtuel. Et je suis à la disposition de ceux qui m'écoutent, qui ont déjà commencé dans cette profession, qui ont déjà leur petite clientèle, mais qui veulent apprendre les ficelles du métier à plus haut niveau, se perfectionner. Ça existe. Donc, il faut le faire parce que toute profession a ses règles, il y a une déontologie, il y a des choses à connaître et puis on peut arriver au plus haut niveau par la petite porte ou par la grande porte. Mais tout l'essentiel, c'est d'y arriver. Totalement, totalement. En tout cas, en plus, moi, je voyais une belle opportunité qui est avec les centres de conférences qu'on a au Niger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences qui se font et pourtant, l'interprétariat, mais aussi la traduction, c'est pas un métier, en fait, qui vient en tête à tous ceux qui viennent de passer leur bac. En tout cas, c'est pas quelque chose que les parents, mais toute la société propose et pourtant, c'est un métier quand même qui a toute sa place aujourd'hui dans le développement d'un pays et on va dire globalement même dans le monde entier. Et en tout cas, merci d'en parler aussi. Merci de permettre à tous ceux qui nous regardent de pouvoir bénéficier de tes conseils et ton expérience. Et ma prochaine question, justement, va partir sur ton expérience. Quelle est la chose que tu aimes de ce métier? Écoute, avant de répondre à cette question, je vais te dire que la traduction aussi, ça paye bien. Et c'est un métier qui est idéal pour une Nigérienne. Je dis nigérienne pas parce qu'elle est une femme particulière, mais parce qu'à cause de nos pesanteurs sociales. C'est idéal parce que partout où vous suivez votre métier, votre mari, vous pouvez travailler. Vous avez d'un ordinateur, de votre cerveau, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin, et d'une connexion Internet, bien sûr. Donc, mais ça, c'est même avec votre téléphone, vous avez une connexion Internet. Donc ça, même si vous êtes en brousse, moi, plus tard, je vais prendre ma retraite en brousse, mais je pourrais tout traduire parce qu'il suffit que j'ai une connexion Internet avec mon téléphone, je peux envoyer mes traductions à mes clients qui peuvent se trouver partout dans le monde. Moi, quand je travaillais comme traductrice, je travaillais avec des gens que je n'avais jamais vus. Au Népal, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis. Je ne les avais jamais vus à la Banque mondiale à Washington. Je ne les ai jamais vus et je travaillais avec eux pendant des années. Donc, et la traduction, par exemple, nous, ici à l'OMS, le débutant, c'est-à-dire, il y a un niveau quand même. On passe un test, mais nous, on appelle débutant. Bon, bref, est payé quand même $180 les 1000 mots. 1000 mots, c'est 3 pages. Donc, ça fait environ $100 une page. Et entre parenthèses, on ne parle plus de pages maintenant, on parle en mots, parce qu'avec l'informatique moderne, on peut mettre 10 000 mots sur une page. Donc, on paye $180 les 1000 mots. C'est quand même intéressant. Oui. Vous voyez, 3 pages, vous avez $180. Vous pouvez dormir jusqu'à demain. Donc, bref, pour revenir à moi, la chose qui me passionne dans ce métier, qui me fait me lever le matin, c'est le fait que je crée un pont entre les gens.
comme disait Mandela, si vous parlez à quelqu'un une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête, à son cerveau. Mais si vous lui parlez sa langue, vous parlez à son cœur. Et quand vous parlez à quelqu'un sa langue et que vous avez un texte qui permet aux gens de comprendre, et vous voyez les gens s'éclairer, leur visage s'éclairer parce qu'ils comprennent, ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Hein. Vous imaginez si vous allez visiter un barrage en Chine et que les gens vous expliquent, vous voyez cette réalisation merveilleuse, vous voulez bien acheter ça pour votre pays, mais les gens vous parlent chinois, vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent. Et puis vient l'interprète et qui vous parle dans un français limpide ou dans un hausa limpide, mais qui parle une langue que vous comprenez. Mais votre visage, c'est clair, vous devenez tout puissant, vous comprenez. Donc, ça donne une toute puissance, le métier d'interprète et de traducteur. Ça vous donne un pouvoir, parce que la communication, c'est un pouvoir. Oui. Et ça, aider les gens, ça, partout où vous êtes, vous pouvez communiquer avec les gens, vous êtes là. Et moi, je prends un plaisir, un peu comme un acteur de cinéma ou un acteur de théâtre, à voir que les gens sont là, ils se parlent, mais à travers ma voix. Oui. Ils sont là, ils changent, comme s'ils n'avaient pas une barrière linguistique entre eux. Et ça, c'est chanceux, et moi, j'interprète derrière, je suis là, j'interprète. Et les gens ne se rendent même pas compte. Des fois, ils s'insultent même. Hein. Là, on essaie d'atténuer un peu les insultes. Parfois, on sert de bouc émissaire aussi. On dit non, je crois que j'ai été mal interprétée. Oui, c'est vrai, totalement. Mais c'est ça, c'est la chose qui me fait me lever le matin et me dire que c'est fantastique. Et puis d'avoir la maîtrise d'un outil, c'est comme un orfèvre. Vous utilisez la langue comme un orfèvre. Vous utilisez des subtilités, vous connaissez trouver le mot juste. Et ça m'amène aussi à un point très important, Idriss. Souvent, les gens confondent bilingue et interprète. Hein? On peut être bilingue. Par exemple, je ne sais pas quelle est votre langue maternelle. Moi, c'est le Hausa. Vous, c'est quoi votre langue maternelle? C'est le Hausa aussi. Le Hausa, très bien. Maintenant, vous maîtrisez le français, n'est-ce pas? Vous avez fait des études, vous maîtrisez très bien le français. OK. Si je vous dis comment est-ce qu'on dit en Hausa la sécurité transfusionnelle? Sécurité transfusionnelle, comment on dit ça en Hausa? Wow, c'est... Vous voyez, c'est votre langue maternelle. Mais vous ne pouvez pas le dire. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est la langue même que vous avez tétée au sein. Oui. Voilà. Donc, moi aussi, je ne sais pas comment le dire. C'est pour vous dire que... Mais je sais le dire en anglais, je sais le dire en portugais, je sais le dire. Pourquoi? Parce que les études que j'ai faites m'ont appris à être un interprète de conférence et à pouvoir interpréter simultanément des réunions techniques. Donc, être bilingue ne suffit pas. Connaître deux langues ne suffit pas pour pouvoir être un interprète de conférence. Et je voudrais dissiper ce malentendu auprès de nos auditeurs, téléspectateurs aujourd'hui. De grâce, si vous êtes bilingue, sachez que vous avez encore besoin d'un petit plus pour devenir un interprète ou un traducteur. Ce n'est pas uniquement le fait de parler deux langues. Comme moi, je dis toujours, j'ai 10 doigts, mais je ne suis pas pianiste. Pourtant, un pianiste, on dirait qu'il lui suffit des doigts, il fait comme ça seulement. Mais j'ai 10 doigts, je ne suis pas pianiste. Donc, je peux avoir deux langues que je considère maîtrisées à fond et que je ne peux pas interpréter simultanément entre les deux. C'est vrai. En tout cas, c'est très intéressant cette perspective, en tout cas d'avoir résumé aussi déjà ce que vous aimez, mais en plus, c'est très intéressant dans cette vision aussi. En fait, on se dit souvent qu'on est interprète, qu'on peut facilement apporter l'une des langues. En fait, dans l'une des langues, on peut apporter facilement, mais en fait, c'est un exercice qui est très, très compliqué. En plus, sans parler de la vitesse à laquelle les gens parlent naturellement. Et aussi que vous devez suivre les personnes en fait de leur langage naturel. Je n'ose même pas imaginer en fait parce que c'est très compliqué en tout cas. Mais je vais prendre le contre-pied du coup. Au contraire, qu'est-ce que vous aimez le moins dans le métier? Ce que j'ai le moins aimé, c'est les voyages. Au bout d'un moment, quand vous avez un certain succès dans votre carrière, et moi, je suis rentrée au Niger au bout d'un moment pour des raisons familiales.
Et j'ai trouvé... des gens m'ont demandé, mais pourquoi le Niger? C'est pas à l'époque, hein, c'était il y a déjà beaucoup d'années. Et les gens ont dit, mais il n'y a rien au Niger, il n'y a pas de conférence. Pourquoi le Niger? Avec toutes tes langues, tu vas aller à Abidjan ou à Dakar? J'ai dit non. Je suis rentrée pour des raisons familiales. Donc, les raisons qui m'ont amenée là sont les mêmes raisons pour lesquelles je dois rester là. Et, en gros, mon père est décédé et ma mère s'est retrouvée seule et dans une situation psychologique et, disons, difficile. Donc, je me suis dit, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Les gens ont dit, non, 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 si elle a quitté l'Europe, c'est parce qu'on l'a chassée. On ne peut pas quitter l'Europe pour venir en Afrique comme ça, sans raison. Mais la raison était simplement que je ne voulais pas, je me dis, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc, je suis revenue pour rester avec ma mère. Et donc, je me suis retrouvée dans un marché sur le Niger où je passais du Parlement européen, des institutions européennes à Niamey, où les gens ne savaient même pas exactement, quand on parle d'un interprète de conférence, quand je leur donnais le tarif, on me répondait, ils me disaient, mais une petite fille comme toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Mais tu sais bien, je recevais des réflexions, ils disaient, mais tu n'as pas un mari, qu'est-ce que tu vas faire avec? Bref, ça c'est pour les anecdotes. Et j'ai commencé à beaucoup voyager parce que justement, les gens voulaient la compétence, ils voulaient toutes ces langues, surtout l'Union africaine, la BAD, les agences des Nations Unies, etc. Même l'OMS ici, voulaient ces langues donc, que j'avais et cette compétence que j'avais acquise à l'étranger. Mais j'étais à Niamey, donc j'étais obligée, je voyageais. À un moment donné, j'avais même envie de pleurer parce que je vivais dans ma valise. Et puis Niamey étant très mal desservi. Je pouvais faire une semaine pour 2 jours de réunion. Des fois, j'avais une réunion en Angola, une réunion des ministres du pétrole. Je devais passer par le Portugal, faire par le Maroc. Je faisais 4 jours en route pour 1 jour de réunion, une journée de réunion. Donc, ça, c'est l'aspect que j'ai. Au début, les gens disaient, oh, tu voyages beaucoup, oh là là, l'amour, etc. Oh, mais toi là, hein? Hein? Tu reviens comme ça, tu nous ramènes. Tu n'as même pas non, même pas un petit parfum. Vous croyez que j'ai le temps, etc. Ça, c'est l'aspect que j'ai assisté. Je n'ai pas beaucoup assisté aux réunions familiales, le social, parce que les avions à Niamey arrivent toujours le dimanche et ils repartent le samedi. Donc, j'ai manqué beaucoup de choses. Et puis, les enfants aussi, des fois, mes enfants me disaient alors, papa, je crois que j'ai senti l'odeur de maman. Parce que j'arrivais la nuit, je repartais le matin. Et ça, c'est l'aspect que vraiment que j'ai pas beaucoup apprécié. Bien que, comme on dit, je l'ai cherché. C'est un peu comme les actrices de cinéma qui se plaignent d'être populaires. Quand on les connaît dans la rue, les gens ne les laissent pas tranquilles. Donc, je cherche moi-même mon problème. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire qu'on n'apprécie pas quand même cet aspect-là. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est intéressant de le savoir et aussi, ça donne une autre en fait, information hyper utile à tous ceux qui veulent aller dans ce métier. C'est bien de voyager parce que souvent, quand on ne voyage pas, en fait, on voit tout le plaisir que ça peut procurer. Mais après, voyager 1 fois, 2 fois, c'est bien, mais voyager souvent tout le temps, ça peut être aussi problématique, si je peux le dire ainsi. Et, d'accord, merci. Et du coup, selon toi, quelles sont les qualités requises pour exercer ce type de métier? C'est une excellente question, Idriss. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincue qu'il faille une qualité particulière. Après avoir enseigné, je peux faire un interprète de n'importe qui. Vous me donnez quelqu'un, je peux en faire un interprète. Toutefois, il y a il faut se préparer. C'est un peu comme on dit chanter. Il y a des gens qui sont naturellement doués pour chanter. Mais tout le monde peut chanter. Mais il y a des gens qui sont naturellement doués. Il est certain que si vous n'êtes pas quelqu'un de communicatif de nature, ça va être difficile de vous faire communiquer dans des langues étrangères alors que déjà dans votre langue maternelle, vous ne communiquez pas. Et ça, c'est une chose. Et il faut avoir une curiosité encyclopédique. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à tout et surtout à ce qui ne t'intéresse pas.
Donc moi, quand je suis assise au restaurant, je lis même les étiquettes des bouteilles, ce qui est écrit sur les bouteilles. On ne sait jamais, un jour, j'aurai peut-être une réunion sur la teneur des minéraux dans les bouteilles d'eau minérale. Donc, parce qu'il nous arrive, une fois, j'étais dans une réunion, je crois que c'était les Crésat, et il y a quelqu'un qui m'a dit, Madame, vous êtes ingénieure agronome? J'ai dit oui, oui, parce que c'était une réunion sur les maladies génétiques du mil. Oui. Oui, oui, cette semaine-là, je suis ingénieure agronome. La semaine prochaine, je serai spécialiste de l'éducation. Je vais à l'UNESCO, je serai spécialiste de l'éducation. Donc, il faut aimer lire, il faut aimer se cultiver, il faut s'intéresser à tout. Moi, la première chose que je lis quand je regarde le journal, c'est ce qui ne m'intéresse pas. Parce que si à mon âge, je lis ce qui m'intéresse, je ne vais rien apprendre. Donc, je lis ce qui ne m'intéresse pas, par exemple, la page de foot ou la page de course automobile qui ne m'intéresse pas du tout. Mais il faut une curiosité, à commencer par l'actualité. Hein. Si vous n'êtes pas curieux, si vous ne vous intéressez à rien et que interprète, ce n'est pas pour vous. Parce que les conférences que vous allez faire, les choses doivent vous venir comme ça. Il n'y a pas le temps d'aller consulter Google ou quoi que ce soit. Ça doit sortir. La deuxième chose qui n'est pas vraiment une qualité, mais qui est une condition sine qua non, c'est avoir une langue maternelle. Qu'est-ce que j'appelle une langue maternelle? Que vous traduisiez vers le Hausa, ou que vous traduisiez vers le français, ou que vous traduisiez vers le tamashek, ou que vous traduisiez vers l'anglais. Cette langue-là, il faut que même si on vous réveille la nuit, vous pouvez exprimer n'importe quel concept avec facilité. Vous maîtrisez cette langue vraiment. C'est pas le fait de parler les langues étrangères. Souvent, les gens disent, je vais t'interpréter parce que j'aime les langues étrangères. Il faut d'abord avoir une langue, ce que nous appelons la langue A, une langue, bon, je dis maternelle, c'est pas maternelle, mais une langue d'instruction, voilà. Parce que même si c'est le Hausa, là, il faut avoir suivi une formation jusqu'à un certain niveau. C'est pour ça qu'on commence les études d'interprète après la licence. Parce qu'il faut arriver, quand je vous dis sécurité transfusionnelle, il faut d'abord même que vous sachiez ce que c'est qu'une transfusion. Oui. Il faut avoir un niveau qui vous permet d'appréhender tous ces concepts. Parce que quand on va dans les réunions de conférences de haut niveau, là, c'est pas pour dire passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Ce sont des experts, ce sont des techniciens qui font un débat sur la TVA, qui font un débat sur les maladies génétiques, sur l'ADN messager, sur je ne sais pas quoi. Donc, si vous ne savez pas comment dire tous ces concepts-là dans votre propre langue, à quoi ça vous sert de le savoir dans une langue étrangère? Parce que vous interprétez vers une langue. Donc ça, la maîtrise d'une langue. Et d'ailleurs, dans toutes les écoles internationales et nationales ou régionales que je connais, il y a un test d'admission pour entrer dans une école d'interprète. C'est pour ne pas vous faire perdre votre temps. C'est comme quand vous rentrez à la Star Academy, il y a un test d'admission pour savoir si vous pouvez au moins chanter. Donc, il y a un test d'admission qui permet de voir un peu, est-ce que en vous donnant les ficelles, en vous donnant les techniques, on va quand même arriver à sortir un interprète. Parce que quelqu'un à qui je fais 3 minutes d'une petite histoire simple, et je lui dis qu'est-ce que je viens de dire, et la personne commence par la fin où elle a oublié la moitié, c'est un problème. C'est un problème. Il faut pouvoir structurer ses pensées, il faut avoir un esprit de synthèse et d'analyse, parce qu'il faut analyser le discours de départ, l'avoir en tête pour pouvoir le transmettre et continuer à écouter. Donc, la capacité à faire plusieurs choses en même temps est aussi un atout. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. Il y a beaucoup de femmes, parce que les femmes sont très douées pour faire plusieurs choses en même temps. Mais c'est des choses qui ne sont pas attribuées à un genre particulier. Mais je dirais ça, la capacité, la curiosité intellectuelle, la capacité à analyser, à structurer ses pensées et la communication. D'accord, super, super, très bien résumé en tout cas. Et si vous qui nous regardez, c'est des choses qui vous parlent et que vous vous sentez à l'aise dans toutes ces choses-là, donc peut-être que l'interprétariat est aussi en tout cas quelque chose qui peut vous intéresser et qui peut vous aller. N'hésitez pas à être curieux et d'aller voir ce que ça cache, en tout cas, et quel est l'investissement que ça demande. Donc, j'espère que vous avez retenu tout ce qu'on s'était dit là et aussi que ça vous a beaucoup intéressé. Moi, j'en ai appris beaucoup et j'espère pareil pour vous.
Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous avez réellement retenu de cet échange et aussi où est-ce que vous sentez des blocages et poser des questions. On est là pour vous répondre. Et on est presque à la fin de la vidéo, fin de l'entretien, en tout cas globalement. Et j'ai envie de revenir sur la traduction parce que pour ma curiosité personnelle, et je pense que peut-être que beaucoup se posent la question, est-ce que juste en sortant, parce que je vois souvent traducteurs assermentés et à de différents niveaux, est-ce que c'est juste après le diplôme de traducteur ou bien il y a d'autres étapes en fait à faire ou à franchir? C'est une très bonne question, Idriss. Alors, pour votre information, j'ai été la première traductrice assermentée du Niger. J'étais en Belgique, donc je vous ai dit, j'ai fait mes études à l'université de Mons. Quand je suis sortie, on m'a appelé parfois, vous êtes jeune traducteur, vous cherchez du travail et vous faites feu de tout bois. Donc, j'ai été appelée au tribunal pour interpréter et des personnes qui ne parlaient pas français. Donc, et on m'a dit qu'il faut être traducteur assermenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez au tribunal et d'abord vous donnez votre CV, vos qualifications, vos diplômes, casier vierge, bien sûr, votre moralité. La police fait une enquête de moralité, etc., etc. Et ensuite, vous devenez devant le tribunal de première instance prêter serment que vous allez exercer la profession avec probité, intégrité, de tout un serment déjà prêt. À l'issue de cette petite cérémonie, d'ailleurs, on vous met avec les policiers, il y a tas de professions, les psychiatres, enfin, vous savez, toutes ces professions qui doivent de temps en temps intervenir dans les procès, il faut qu'ils soient assermentés. Donc, après, on vous donne un papier comme quoi vous êtes assermenté près le tribunal etc. Donc, quand je vous ai dit que j'ai quitté pour rentrer au Niger, j'ai cherché à faire la même procédure. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Je me suis dit, mais attendez, il y a un tribunal, il y a D'ailleurs, je dois dire que quand j'ai été m'inscrire pour avoir un numéro de TVA, etc., on m'a dit, je suis allée à la, comment s'appelle cette nomenclature là, pour avoir les numéros de registre de commerce et tout ça. Il y a une nomenclature. La maison de l'entreprise, du coup. Non, c'était pas la. Je me rappelle plus. La CCI, Chambre de commerce et de. Voilà, et il y a une nomenclature et on doit vous mettre pour vous savoir la taxe d'apprentissage que vous devez payer, dans quelle catégorie vous. Ou le RCCM, non? Tout ça. Eh bien, vous savez quoi, Idriss? Il n'y avait pas de traduction dans la nomenclature du Niger. C'est pas référencé à ce moment. Il n'y avait pas la profession traduction dans la nomenclature du Niger. Et je serais curieuse de savoir si ça existe maintenant. Sûrement que oui, parce que ça, je vous parle des années 99, 2000. Et je lui ai demandé, alors il me dit, c'est quoi votre profession? C'est un peu comme, je dis, c'est une profession libérale. Il me dit, OK, c'est un peu comme les médecins. Je dis, les médecins, ils payent combien la taxe? Ils me disent 300 000. Je dis, sortez-moi de là. Il dit, bon, c'est comme les journalistes, ils payent combien? 100, je dis, sortez-moi de là. On a cherché. Je lui dis, mais qu'est-ce qui paye le moins? Il me dit, les esthéticiens. Je dis, mettez-moi là-bas. Ils m'ont mis dans les esthéticiens. Je payais 50 000 à l'époque. Après, ils ont dit, non, ils ont mis sur mon papier consultante en traduction. Bon. C'est une petite anecdote pour dire à quel point c'est méconnu. Ça, c'était pas le siècle dernier, hein, c'était dans les années 2000. 99-2000. Donc, je disais donc que la nomenclature n'existait pas. Et donc, à plus forte raison, la traduction assermentée. J'ai demandé autour de moi, j'ai été faire un peu mon marché, j'ai été regarder à Abidjan, j'ai été regarder au Sénégal, un peu dans les pays voisins. Et je suis allée, j'ai consulté des avocats, des notaires, des tribunaux, tout ça. Finalement, ils étaient tellement fatigués de moi qu'ils ont dit un jour, la cour d'appel m'a appelé, me dit, bon, on fait la prestation de serment pour les policiers, tout ça, venez, on va faire votre truc là. Donc, je suis allée et moi, j'ai prêté serment et on m'a donné un document disant que j'étais assermentée près les cours et tribunaux du Niger. Donc maintenant, que signifie assermenter, Idriss? Ça veut dire qu'une entreprise qui veut s'installer au Niger, qui est, mettons, américaine, faire les choses faciles. Elle doit absolument
avoir tous ces documents dans la langue officielle du pays. Oui. Donc, on ne peut pas enregistrer cette compagnie en anglais. Non, il faut qu'elle soit dans la langue officielle. Et par conséquent, c'est le travail du traducteur assermenté de mettre son cachet, de traduire ces documents et de mettre son cachet et de dire qu'il certifie que la traduction est conforme à l'original avec son cachet et sa signature. Voilà. Donc, c'est ça le travail du traducteur assermenté. D'accord. Okay. C'est intéressant en tout cas d'avoir cette perspective. Je ne l'avais pas en fait en visibilité. J'étais curieux de savoir les démarches surtout et aussi ce qu'il fallait. Et merci en tout cas pour l'anecdote. Du coup, on sait qu'au Niger, du coup, d'où en fait cette vidéo, c'est utile en fait de la faire parce que je pense que jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas intégré en fait ces deux notions de traduction mais aussi d'interprétation et qui sont quand même hyper importantes aujourd'hui dans notre pays en développement ou dans les pays plus développés que les nôtres aussi. Donc, on est quasiment à la fin de notre interview. Donc, quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui nous regardent, en tout cas, qui ont envie d'aller vers ces deux domaines, que ce soit la traduction, mais aussi l'interprétation? Écoute, Idriss, j'ai deux conseils. Le premier, c'est que si vous voulez être quelqu'un de puissant, soyez un traducteur ou un interprète. Vous avez le pouvoir, même sur un président. Parce qu'il est là, il attend, il est suspendu à vos lèvres pour savoir ce qu'on a dit. Et c'est une arme, parce que, pour votre anecdote, en Chine, ils forment des milliers et des milliers d'interprètes. Pourquoi? Quand vous rencontrez des partenaires chinois, qui c'est qui interprète? C'est un Chinois. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils racontent là-bas, de l'autre côté, là-bas. Le pouvoir, c'est d'avoir votre propre interprète qui interprète ce que dit la personne et vous savez qu'il n'est pas en train de cacher des choses ou de dire les choses à moitié ou qui arrange l'autre moitié ou qui, voilà. Donc, parce qu'en italien, on dit traduttore, traditore, ça veut dire traducteur, traître. Le traducteur peut vous trahir. Et oui, et il a toujours des intérêts. Hein? Donc, vous voyez, quand vous voyez des rencontres des présidents, chacun vient avec son interprète. Hein? Moi, j'ai fait beaucoup ça, des rencontres où j'étais avec là, assis derrière le président en train de lui chuchoter à l'oreille ou avec les autres présidents. Chacun, nous, on se regarde les interprètes là. Chacun vient avec son interprète parce que personne n'a envie d'écouter l'interprète de l'autre. On ne sait pas qu'est-ce que... Oui, donc c'est très politique. La langue, c'est politique. Vous allez voir qu'il y a peut-être un seul anglophone dans une salle. On va chercher un interprète pour le seul anglophone là. Parce que la langue, c'est politique. OK? Ou un seul lusophone, il faut qu'on cherche un interprète pour ce lusophone là. Sinon, il va dire, ah bon? Donc, moi, je ne compte pas ici. Vous allez voir l'Union européenne, ils ont 27 langues. Pourquoi? Parce que la langue, c'est politique. On estime que chacun a le droit de parler dans sa langue et de s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise le mieux. C'est le pouvoir. Vous croyez que vous négligez les langues? La langue, c'est le pouvoir. Celui qui parle, vous allez voir dans tous les jeux, là, celui qui parle a le pouvoir. C'est souvent le leader, celui qui parle bien, celui qui lève les foules. C'est celui qui parle bien, n'est-ce pas? Donc, c'est le pouvoir. Ça, c'est un. La deuxième chose, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, mes jeunes même filles et fils, il faut arrêter d'aller choisir des langues qui ne servent à rien. Excusez-moi d'être franche. Vous êtes tous là dans l'anglais, dans l'allemand, ça ne sert à rien. Excusez-moi. Hein? Choisissez des langues de votre continent, des langues officielles de votre continent. Faites l'arabe, faites le portugais. Si vous avez les quatre, c'est encore mieux. Français, anglais, portugais, arabe. Moi, à mon âge, là, je suis en train d'apprendre l'arabe que j'ai arrêté. Je vous ai dit non. J'ai arrêté à cause de mon fiancé. J'ai repris l'arabe parce que je me dis, j'ai français, anglais, espagnol, portugais. Si j'ajoute l'arabe, j'ai toutes les langues du continent. Donc, si vous êtes en train de faire l'espagnol, là, c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Mais mettez-vous dans la tête que vous n'allez rien faire. C'est de l'énergie gaspillée. À moins que vous vouliez travailler en Amérique latine, c'est possible. Ou en Espagne, c'est possible. Ou directement de Niamey, vous allez aller aux Nations Unies, à Genève, c'est possible. Mais en attendant, vous aurez plus de chances d'être dans notre marigot ici, hein, à la CEDEAO qui est à côté. Dans la CEDEAO, il y a 3 langues, français, anglais, portugais. Vous parlez ces 3 langues-là, wallahi, vous allez trouver quelque chose à faire.
même si c'est tapé à la machine, même si vous avez des langues et vous avez l'informatique, vous êtes les rois du pétrole. On va chercher à vous employer. Moi, tous les jours aujourd'hui, quand je fais partie de beaucoup de panels de recrutement, quand on recrute à l'OMS, les enfants d'aujourd'hui, ils ont tous les diplômes entassés jusqu'au plafond. Maintenant, on commence à chercher comment les départager. Et vous savez, c'est quoi? Les langues. Pour les départager, c'est les langues. On dit, ah, tiens, celui-là, là, il a Hausa, anglais, français. Et l'autre, ah, il n'a que français. Oh, il n'a qu'anglais. Ah ben alors, on peut faire celui qui a toutes les langues, là. Totalement, totalement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une arme même en termes du fait de se démarquer, en tout cas, des autres candidats et aussi se mettre en avant dans différentes situations, en tout cas. Et merci pour ces conseils. J'espère que vous qui nous avez regardé jusqu'au bout, vous avez retenu tout ce qu'on s'était dit et que ça vous a été utile. J'insiste toujours. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe, mais aussi si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous le dire et aussi partager ce contenu à tous ceux que ça peut intéresser. Donc, c'est ensemble qu'on réussira en tout cas à aider les uns et les autres. Donc, on est à la fin de la vidéo. Avant de vous dire, avant de vous dire bye bye, on va écouter du coup peut-être un dernier mot que Elisabeth a envie de partager avec vous. Bon, j'ai été déjà très bavarde, mais Idriss, je voulais juste dire que je rêve d'un Niger où on aura des interprètes de haut niveau avec toutes les langues, parce que pour rayonner dans le monde, il faut parler la langue des autres et la ramener chez nous, on puisse avoir des gens qui vont aller partout. On me dit, oui, on a rencontré un interprète nigérien excellent, il était à la BAD, il était à l'Union africaine, il était aux Nations Unies. Ça, c'est mon rêve. Et c'est pour ça que j'enseigne, c'est pour ça que je continue à être dans le monde. Mais malheureusement, pendant tout ce temps où j'ai enseigné, je n'ai pas vu un seul Nigérien terminer ses études d'interprète. Et ça, c'est la pierre dans mon jardin. J'espère que ça va changer avec cette vidéo. Oui. En tout cas, on espère que ça va changer. On espère que vous qui nous regardez, vous allez aider Elisabeth à réaliser son rêve aussi et que vous allez réaliser votre rêve aussi en faisant cela. Donc, merci à vous qui nous avez écoutés. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vos commentaires ou vos questions tout en bas en commentaire et liker et pousser cette vidéo le plus loin que vous pouvez. Donc, on vous dit à très bientôt. Restez du coup en compagnie de tous les autres contenus qu'on a à vous partager sur la chaîne. Allez, bye bye. Au revoir et merci Idriss pour ce que vous faites. C'est absolument salutaire et une initiative à féliciter. Merci. Le Niger qui